Ça y est, depuis son lancement le 25 décembre et le début de son déploiement, j'ai eu à plusieurs reprises la voie de vous parler des promesses folles du télescope spatial James Webb. Mais après près de 6 mois d'attente, il va être temps aujourd'hui de vous parler de ces 5 premières observations qui annoncent rien de moins qu'un pas de géant dans la compréhension de notre univers et la glorieuse carrière à laquelle le télescope est promis. Exoplanètes, groupes de galaxies, pouponnières d'étoiles, lentilles gravitationnelles, restants de supernovas, 5 cibles pour les gouverner toutes. Bon, soyez rassurés, je ne vais pas faire durer le suspense plus longtemps. Nous avons tous, je crois, assez attendu. Je vais plutôt attaquer le sujet tout de suite. Néanmoins, si cet épisode vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et le partager. Sur ce, pour ouvrir le bal, j'aimerais commencer par une image qui fut publiée quelque peu avant celle dont on va parler après et qui sont 10 fois plus belles. Celle-ci. Il s'agit, pour être précis, d'une image faite avec les systèmes de guidage de Webb. Alors, je tiens à le préciser directement, cette image fait partie des plus profondes obtenues de l'univers, et encore plus en infrarouge. En sensibilité et nombre de galaxies, elle est tout simplement un petit exploit, réalisé avec des instruments pensés pour le guidage. Cette image, résultat de 73 images prises sur 32 heures, a été obtenue lors d'un essai de Webb en mai, essai durant lequel sa stabilité avait été testée en le laissant viser une cible pendant une semaine. En général, les images issues du guidage ne sont pas gardées et ne sont en fait même pas transmises. La bande passante étant limitée malgré tout, il faut en effet faire un choix entre des données qui ont une valeur scientifique et d'autres qui ne servent littéralement à rien. Mais l'absence de l'utilisation d'autres instruments qui étaient alors en cours de calibration et la longue période passée sur la même cible permit de transmettre ces données et voir ce qui pouvait être obtenu. À l'exception de quelques étoiles présentes sur les images, reconnaissables à leurs aigrettes de diffraction, les lignes qui partent d'elles, chaque petite tache floue, chaque petit point, est une galaxie. D'ailleurs, pour ceux qui se demandent d'où viennent les lignes des étoiles chez Webb, je vous épargne les détails, mais ces lignes sont causées notamment par la forme hexagonale des miroirs. La plus petite ligne horizontale, au milieu, elle, vient du bras supérieur du miroir secondaire, les 2 autres bras suivant l'angle des bords des miroirs. Mais bref, je digresse, et il va être temps de parler des premières observations de Webb. Et pour commencer, j'aimerais vous proposer au menu une gigantesque pouponnière d'étoiles, la nébuleuse de la Carène. Découverte en 1752 par l'astronome français Nicolas-Louis de Lacaille depuis l'Afrique du Sud, la nébuleuse de la Carène n'est ni plus ni moins qu'un monstre. À l'exception du fait qu'elle est moins connue du grand public, puisqu'elle est située dans l'hémisphère sud, elle dépasse en tout point la nébuleuse d'Orion. Située à 7600 années-lumière de nous, elle s'étend sur près de 300 années-lumière, contre environ 25 pour la nébuleuse d'Orion, qui est elle à seulement 1300 années-lumière de nous. Riche en gaz, elle est aussi du coup un gigantesque lieu de naissance d'étoiles. Elle mériterait un épisode dédié pour en parler, ce qui arrivera d'ailleurs probablement un jour, mais la nébuleuse de la Carène est tout simplement l'une des régions H2, donc composée principalement d'hydrogène ionisé et émettant de la lumière, de notre galaxie. Ce qui nous amène à l'observation de Webb. Celle-ci révèle, en permettant de voir en infrarouge à travers le gaz qui compose la nébuleuse, les étoiles en formation dans cette région. Pour beaucoup, elles nous étaient en effet restées invisibles, et cela représente ainsi la découverte de centaines d'étoiles, d'autres structures encore mal comprises, et plein d'autres.
Cette nébuleuse, comme la nébuleuse de l'Aigle dont j'ai déjà parlé, est ainsi sculptée par ces étoiles, le vent de jeunes étoiles formées éloignant le gaz autour d'elle et le condensant à d'autres endroits. La seconde cible observée par Webb dont on va parler, c'est WASP-96b. WASP-96b est une exoplanète d'environ une demi-fois la masse de Jupiter. Elle tourne autour d'une naine jaune, WASP-96, semblable à notre Soleil, et située à près de 1120 années-lumière de nous. Découverte en 2013, une de ses particularités, c'est la distance qui la sépare de son étoile. Seulement 6 730 000 km contre les 150 millions qui séparent la Terre du Soleil ou les 46 millions au plus proche qui séparent Mercure de notre étoile. Ainsi, WASP-96b est très probablement une planète bouillante et infernale. D'ailleurs, la planète semble briller assez bien dans l'arrêt spectral du sodium, qui est en général caché par les nuages d'une atmosphère, nuages qui semblent donc absents dans son cas. Si Webb n'a, comme j'en avais déjà parlé, pas directement vu en détail cette exoplanète et sa, entre guillemets, surface, ce que le télescope a permis d'avoir, en revanche, c'est une analyse spectroscopique détaillée de la planète gazeuse. Ce spectre a été obtenu lors du passage de WASP-96b devant son étoile. La lumière de cette étoile a en effet été filtrée par l'atmosphère de l'exoplanète, laissant, notamment, apparaître en spectroscopie la trace de présence de vapeur d'eau. Cette conférence était aussi l'occasion de nous rappeler que James Webb sera également utile pour analyser la composition de comètes, d'astéroïdes, de planètes et de lunes dans le système solaire. Sur ce, je vous propose de passer maintenant à la troisième cible et d'en revenir aux nébuleuses. Voici prise par Hubble NGC 3132, aussi nommée la nébuleuse de l'anneau austral, en référence à la nébuleuse de l'anneau, visible dans l'hémisphère nord. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la nébuleuse de l'anneau, austral ou pas, est ce que l'on nomme une nébuleuse planétaire. Une nébuleuse planétaire, et contrairement à une nébuleuse plus classique, est issue de l'explosion d'une étoile en supernova qui a éjecté sa matière, l'a propulsée dans son environnement, donnant ainsi à sa nébuleuse ce genre d'apparence, même si les nébuleuses planétaires peuvent prendre plein de formes, comme celle du crabe, de l'altère et bien d'autres. Enfin, les nébuleuses planétaires sont bien plus petites que les autres. Du fait de leur origine, elles n'ont pas non plus les mêmes compositions et ne donnent pas naissance à des étoiles. La nébuleuse de l'anneau austral, distante d'environ 2000 années-lumière, s'étend sur environ une année-lumière, soit 1500 fois l'orbite de Pluton. Au centre de la nébuleuse se trouve un système d'étoiles binaires, composé d'un côté d'une naine blanche, qui est le cœur de l'étoile restant après une supernova, et d'une seconde étoile qui pourrait elle aussi entrer en supernova bientôt, donnant ainsi naissance à une autre nébuleuse. Ce que les images de Webb montrent, c'est la façon dont l'étoile a expulsé sa matière par vagues, donnant l'impression de voir plusieurs couches dans la nébuleuse. Les parties plus bleutées étant des régions plus chaudes, provenant de couches plus profondes de l'étoile. La seconde image, celle de MIRI, un de ces instruments, prise en infrarouge moyen, permet de mieux révéler l'étoile qui donna naissance à la nébuleuse. Mais la première image permit aussi de découvrir une petite galaxie derrière la nébuleuse. C'est toujours ça de prix. Pour la quatrième cible, je vous propose de grandement changer de distance et de dimension.
Laissez-moi donc vous présenter un objet que j'affectionne particulièrement, le quintet de Stéphane. Ce groupe de galaxies, ici photographié par moi et maintenant par Hubble, est composé de 5 galaxies et est le premier groupe de ce genre découvert. C'est en effet l'astronome français Édouard Stéphane qui le découvrit en 1878. Situé en direction de la constellation de Pégase, les différentes galaxies qui le composent sont en interaction assez violente. À l'exception de NGC 7320, la moins rouge des galaxies, facile à reconnaître et qui ne se situe que à 39 millions d'années-lumière, les galaxies du quintet de Stéphane sont loin, très loin. En fonction de la galaxie, leur distance va de 304 à 356 millions d'années-lumière. En bref, leur lumière a été émise avant même l'apparition des dinosaures. Enfin, à l'exception d'NGC 7320, qui ne fait pas partie de l'amas, je le rappelle, mais qui a juste la chance d'être situé devant, le quintet de Stéphane forme ce que l'on nomme un groupe compact. La première des images du quintet de Stéphane à laquelle nous avions droit, c'est celle-ci. Grâce à l'instrument MIRI et à l'utilisation de l'infrarouge moyen, Webb peut ainsi voir à travers la poussière et le gaz qui composent en partie les galaxies. Ce qu'il révèle ici, ce sont les différentes étoiles et la façon dont les galaxies se comportent en interaction rapprochée. De plus, Webb étant capable de prendre des photos dans plusieurs longueurs d'onde différentes en simultané, il permet aussi d'obtenir plein d'informations sur la température d'un milieu, sa composition, sa vélocité et encore bien d'autres. Enfin, cette image-ci couvre près d'un cinquième du diamètre de la Lune dans le ciel et est composée d'images prises en infrarouge et moyen infrarouge. Et enfin, maintenant, on va pouvoir passer à la dernière cible, l'image présentée à 23h30 hier et qui n'est pas des moindres. Mais d'abord, il va falloir faire une rapide parenthèse pour parler de lentille gravitationnelle. Alors, je vais garder ce passage court, mais en gros, une lentille gravitationnelle est un phénomène assez simple. Lorsque vous prenez un objet, ce dernier courbe légèrement l'espace-temps, ce qui, en gros, fait que sa force de gravité dévie aussi la lumière. Si le phénomène est valable à différentes échelles, notre Soleil pouvant aussi être utilisé comme lentille, en théorie, même s'il faudrait s'en éloigner à des distances difficiles à atteindre, mais je vais plutôt vous mettre la vidéo dans laquelle j'évoque le sujet, en fiche et en description. Ce qu'il faut en retenir, c'est que tout comme une loupe permet d'agrandir un objet, une lentille gravitationnelle peut aussi révéler des objets situés derrière elle en les agrandissant. D'ailleurs, dans une lentille gravitationnelle, les images de galaxies peuvent être non seulement déformées, mais dédoublées, subir des effets miroirs et j'en passe. Ainsi, laissez-moi vous présenter SMACS J0723.3-7327. Cet objet est un amas de galaxies qui grossit et amplifie la lumière de plus faibles galaxies, autrement inobservables, situées derrière. Ce genre de phénomène, qui n'est pas non plus d'une rareté exceptionnelle, permet d'observer des populations de galaxies très éloignées et que nous voyons donc avec autant de décalage. Pour rappel, si un objet est distant de 10 milliards d'années-lumière, soit la distance que la lumière parcourt en 10 milliards d'années, nous le voyons tel qu'il était il y a 10 milliards d'années. Ainsi, voir des objets lointains est la garantie de retourner dans le temps et les voir tels qu'ils étaient à des époques très reculées. Pour observer de jeunes populations de galaxies, les lentilles gravitationnelles peuvent être des alliées précieuses. C'est d'ailleurs aussi une des raisons pour lesquelles James Webb observe en infrarouge. Plus un objet est éloigné, plus sa lumière se décale vers de grandes longueurs d'onde, faisant de l'infrarouge une excellente longueur d'onde pour observer des lumières émises il y a très longtemps
dans le visible. Le tout en étant en plus une excellente longueur d'onde pour percer les couches de gaz de nébuleuses, analyser l'atmosphère d'une exoplanète, et j'en passe. Eh bien, la photo de cet objet que vous voyez actuellement, c'est celle d'Hubble. Et voici maintenant celle de James Webb. Il aura fallu près de 10 jours de prise de vue à Hubble pour obtenir son image. Webb, lui, aura obtenu cette image en près de 12h30 de prise de vue et montre, notamment grâce à la lentille gravitationnelle, dont l'effet est visible avec l'image des galaxies déformées et allongées, comme celle-ci, des galaxies âgées de près de 13 milliards d'années. Enfin, voici l'image en infrarouge moyen à gauche et en proche infrarouge à droite. C'est donc ici que se clôture la publication de la première série d'images de James Webb. Si vous aussi désirez profiter de ces images en haute qualité, sachez que je vous mets un lien en description qui vous permettra de les consulter et de les télécharger. En attendant, il ne reste plus qu'à attendre la suite de la carrière du télescope qui s'annonce passionnante. Enfin, pour terminer, si vous avez la moindre question sur le sujet du télescope spatial James Webb, n'hésitez pas à me la poser en commentaire, j'y répondrai bientôt dans un épisode dédié. En attendant, c'est sur ces images que je vais vous quitter pour aujourd'hui. Comme d'habitude, j'espère que vous aurez apprécié cet épisode et je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour un nouveau. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin des autres et à très bientôt pour de nouvelles doses d'espace.